Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du 21 sur le développement cérébral. Je suis Lise Brunet, doctorante en psychologie et membre du 21 du LabCD, ici pour vous guider au fil de ce podcast et explorer les dernières découvertes en psychologie. Notre mission, ici, au 21 du LabCD, est de rendre la recherche scientifique accessible à tous. Chaque épisode, nous invitons un chercheur du laboratoire pour vous dévoiler les mystères de la psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Pour ce nouvel épisode, nous avons la chance d'accueillir Arnaud Caquia, professeur de neurosciences cognitives à l'Université Paris-Cité et chercheur au LabCD. Bienvenue Arnaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices ? Bonjour Lys et merci pour l'invitation. Donc, comme tu l'as dit, je suis professeur en neurosciences cognitives, c'est-à-dire que je suis enseignant-chercheur. Alors pour la partie enseignement, j'enseigne les neurosciences à l'Institut de psychologie pour enseigner donc comment le cerveau se développe et fonctionne pour des futurs psychologues. J'enseigne aussi pour les psychologues de l'éducation nationale et je suis responsable du DU Neuroéducation, qui est une formation continue, un diplôme universitaire qu'on a monté il y a 5 ans maintenant avec Grégoire Borst et Olivier Houdet, qui est une formation continue pour le monde de l'éducation, dans lequel on enseigne tout ce que l'on sait actuellement en psychologie et en neurosciences sur le développement et les apprentissages au niveau cérébral. Donc ça, c'est pour la partie enseignement. Et pour la partie recherche, je fais la majorité de mes recherches ici au LabCD, où je suis directeur adjoint. Et puis, je fais également des recherches à Sainte-Anne, à l'Institut de psychiatrie et neurosciences, dans l'équipe ImaBrain, dans lequel je m'intéresse au développement cérébral, mais dans le cadre de troubles psychiatriques. Donc, une partie ici au LabCD sur le développement et les apprentissages typiques, en population typique, et puis une petite partie en pathologie en psychiatrie. Alors, une particularité de tes études, c'est d'aller étudier ce qui se passe chez le fœtus. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est comment faire pour étudier le développement du cerveau chez le fœtus ? Alors, avant l'invention des méthodes d'imagerie cérébrale, que ce soit avant l'invention de l'IRM ou des ultrasons, on avait une manière qui était très simple, c'était l'approche post-mortem, c'est-à-dire qu'on étudiait des cerveaux de fœtus décédés. Ça, c'est il y a très longtemps. Et depuis l'invention de méthodes d'imagerie qui permettent de voir le cerveau in vivo, que ce soit les ultrasons, donc toutes les mamans connaissent ça, hein, pendant la grossesse, on a une échographie avec des ultrasons, et puis on a eu ces dernières années des développements en IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique, qui est une méthode qui va permettre de visualiser le cerveau in utero, c'est-à-dire pendant la grossesse, et c'est des méthodes qui vont permettre aussi, on en parlera plus tard, de voir le cerveau aussi après la naissance. Et donc, avec ces méthodes d'IRM, on a soit des méthodes d'IRM prénatales qui permettent de voir l'anatomie et même le fonctionnement du cerveau du fœtus. Et donc, on a quelques collègues en France, par exemple Renaud Jardry à Lille ou Moria Thomasson à New York, qui ont développé des méthodes qui permettent de voir l'activité du cerveau du fœtus. Donc ça peut être par exemple des travaux de Renaud Jardry sur quelles sont les régions du cerveau qui s'activent, qui fonctionnent lorsque le fœtus entend le son de la voix de sa mère par rapport au son d'autres personnes. Et puis, on peut étudier aussi l'anatomie du cerveau du fœtus. C'est ce que j'avais fait durant ma thèse il y a longtemps maintenant. J'ai fait ça avec les collègues de l'hôpital Necker, notamment Nathalie Bodart. Et puis, on peut maintenant, avec des méthodes très sophistiquées, voir aussi comment les différentes régions du cerveau communiquent ensemble. Ça, c'est les travaux de Moria Thomasson qui montrent comment les réseaux fonctionnels du fœtus se développent et se mettent en place durant la période fœtale. Donc ça, c'est une approche qui est assez récente parce qu'il y a plein de contraintes, notamment liées au mouvement, parce que le fœtus bouge et l'imagerie, c'est comme une photo, c'est-à-dire quand il y a du mouvement, ça devient flou, donc c'est compliqué. Il y a aussi le mouvement dû à la respiration de la mère. Et donc, on a une autre approche, et moi, c'est cette autre approche que j'utilise plus dans mes recherches, qui est d'étudier des marqueurs du développement fœtal.
On en reparlera tout à l'heure. On a un marqueur qui est assez classique, c'est le poids à la naissance. On a d'autres marqueurs qui sont certaines structures du cerveau qui sont spécifiques du développement fœtal. Et donc, à partir de l'étude de ces marqueurs, on peut de manière rétrospective voir quelles sont les conséquences du développement durant la période fœtale sur le développement ultérieur. Alors justement, en parlant du développement de la période fœtale et ultérieure, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les principales étapes de développement cérébral chez le fœtus et puis à l'enfance et à l'adolescence? Alors, on connaît beaucoup de choses sur le développement du cerveau, notamment depuis les années 2000, où on a maintenant des méthodes d'IRM assez standards qui permettent de voir le cerveau, et puis le développement de méthodes qui permettent d'analyser ces images du cerveau. Et donc, il y a déjà eu énormément de travaux depuis à peu près 25 ans sur le développement après la naissance. Alors pourquoi après la naissance? Parce qu'après la naissance, on a un accès beaucoup plus facilité au cerveau en IRM, donc c'est beaucoup plus simple. Et donc, on a maintenant de très nombreuses données sur le cerveau en développement. On a par exemple une étude qui a été publiée dans Nature il y a 2 ou 3 ans, qui a permis d'analyser les données d'à peu près 100 000 personnes, d'à peu près 30 jours après la conception jusqu'à peu près 100 ans. Et donc, ce que montre cette étude, déjà, il y a des effets différents en fonction des types de tissus dans le cerveau. Pour être très schématique, dans le cerveau, on a la matière grise et la matière blanche. La matière grise, c'est l'endroit qui correspond à la partie des neurones où on a le corps cellulaire. Le corps cellulaire, c'est la partie du neurone qui fait le traitement de l'information. Puis la matière blanche, c'est les prolongements de ce corps cellulaire qui permet aux neurones de communiquer les uns avec les autres. Donc il y a beaucoup de travaux sur la matière grise et sur la matière blanche. Sur la matière grise, ce que l'on sait, la première information, c'est que le développement de la matière grise, elle ne se fait pas de manière linéaire. Ça veut dire qu'on a souvent une vision du développement qui est quelque chose qui est graduel, linéaire. En réalité, pour la matière grise, mais c'est la même chose pour le développement cognitif, on en reparlera tout à l'heure. On va avoir une période d'augmentation du volume de matière grise avec un pic et ensuite une diminution. Donc ça, on le voit au niveau global de la matière grise. Ensuite, si on regarde les différentes régions du cerveau qui sont impliquées dans différents domaines cognitifs, eh bien, on va avoir exactement cette même forme, une augmentation, un pic, une diminution, mais le moment du pic va être décalé en fonction des régions. Et donc typiquement, on va avoir par exemple les régions centrales qui vont se développer assez précocement, jusqu'à, on va dire, 3, 4, 5 ans. Ensuite, vers 7 ans, on va avoir une augmentation, une maturation un petit peu plus importante des régions préfrontales. C'est typiquement 7-8 ans, l'âge de raison. L'âge de raison parce que ce sont les régions préfrontales qui sont impliquées dans tout ce qui est le raisonnement, la planification, le contrôle de soi. Et donc, on a une augmentation et un pic qui va apparaître plus aux alentours de 7-10 ans. Et puis, un petit peu plus tardivement, on va voir le début de la maturation des régions temporales, qui sont des régions qui sont impliquées dans la cognition sociale, c'est-à-dire que les capacités d'interaction avec autrui, qui est un domaine très important à l'adolescence. On sait que les adolescents ont à la fois une appétence et une augmentation des compétences pour toutes les relations sociales. Donc ce que l'on voit, c'est que on a une augmentation non linéaire du volume de matière grise et que la chronologie du développement des régions cérébrales sous-tend la chronologie du développement cognitif. Et donc là, on voit vraiment le lien très étroit qui est entre développement cérébral et développement cognitif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un petit décalage d'à peu près 1 à 2 ans entre la maturation du cerveau chez les garçons et chez les filles, qui est due aux effets d'hormones sexuelles. La maturité elle est à peu près en moyenne d'1 à 2 ans plus tôt chez les filles par rapport aux garçons. Et donc, on voit ce décalage aussi dans les trajectoires du développement du cerveau. D'ailleurs, cet effet des hormones sexuelles, on le retrouve avant la naissance, donc c'est pas uniquement des questions culturelles, il y a bien sûr des différences culturelles d'éducation entre garçons et filles qui ont vraisemblablement un effet sur le développement du cerveau, mais cet effet des hormones sexuelles, on le retrouve aussi avant la naissance, une période où les facteurs culturels sont quand même beaucoup moins marqués qu'après la naissance. Donc ça, c'est pour la matière grise. Pour la matière blanche, c'est un petit peu plus linéaire et on a 2 mécanismes qui sont importants. Un premier mécanisme qu'on appelle la myélinisation. La myéline, c'est
une grande couche de matière blanche qui entoure les axones, qui sont des grandes voies de communication. C'est en gros les routes et autoroutes de l'information. Et la myéline, c'est une petite gaine de couleur blanche qui fait qu'on a cette couleur-là à l'IRM, et puis c'est cette couleur qu'on observe aussi sur le cerveau, qui fait que l'information va circuler plus ou moins rapidement. C'est un petit peu comme si vous aviez vos routes qui au départ, vous avez que des petites routes de campagne, et puis au fur et à mesure, vous passez de petites routes à des départementales, des nationales, des autoroutes, et puis des routes qui sont de meilleure qualité. Et donc, les routes vont de plus en plus vite, l'information passe de plus en plus vite. C'est un petit peu ce qui se passe dans le cerveau. On va voir chez le bébé déjà les routes qui sont des petites routes, et puis au fur et à mesure du développement, des grandes routes qui se mettent en place. Et puis on a un autre mécanisme qui est très important pour les apprentissages qui s'appelle l'élagage synaptique. Les neurones communiquent les uns avec les autres. Le point de contact entre deux neurones, ça s'appelle une synapse. Et au début du développement, à la naissance chez le bébé, on n'a pas beaucoup de synapses, c'est-à-dire que les neurones travaillent indépendamment les uns des autres. Chez l'enfant, pendant toute l'enfance, on va avoir une grande quantité de synapses qui vont se développer, c'est-à-dire que tous les synapses vont se mettre à communiquer, tous les neurones vont se mettre à communiquer les uns avec les autres. Et puis, au bout d'un moment, seules les synapses qui sont utilisées, seules les communications entre neurones qui sont utilisées vont être préservées, et les autres synapses vont être élaguées, donc coupées un petit peu comme pour des arbres. On peut comprendre ça un petit peu quand on imagine une classe des élèves. Au début de l'année, chaque élève est dans son coin. Petit à petit, tous les élèves vont parler les uns avec les autres. C'est un petit peu comme les synapses qui vont essayer de se développer dans tous les sens. Et puis, il y a des affinités qui vont se faire, des groupes d'amitié. Et c'est un petit peu la même chose pour les neurones. Il y a des neurones qui travaillent ensemble, qui ont besoin de travailler ensemble, et des neurones qui ne travaillent pas ensemble. Et donc, les synapses vont être élaguées. Donc ça, c'est tout ce que l'on sait avec beaucoup de travaux après la naissance. Et depuis quelques années maintenant, on commence à avoir des travaux qui s'intéressent à ce qui se passe avant la naissance, notamment avec ces méthodes d'imagerie prénatale qui sont très compliquées parce qu'il y a du mouvement. Donc il a fallu à peu près 15 ans de recherche en analyse d'images, en informatique, pour être capable de reconstruire des images de bonne qualité, alors qu'il y a la respiration de la mère qui fait que le cerveau peut bouger, alors que le fœtus lui-même peut bouger. Et puis, il y a aussi une contrainte de temps. Il faut que les images soient acquises rapidement, parce que ce n'est pas très confortable pour la mère qui est enceinte d'avoir des acquisitions trop longues. Donc, il a fallu beaucoup de développement méthodologique. Mais maintenant, on sait précisément comment, on commence à avoir des éléments sur comment se développe le cerveau dans cette période-là. Et ce que l'on sait, c'est que c'est une période fondamentale. Le développement durant la période fœtale, c'est un petit peu comme les fondations d'une maison. C'est-à-dire qu'on ne les voit plus après, mais c'est ce qui fait que la maison va être solide et va pouvoir être exposée à des intempéries et à y résister. Et bien pour le cerveau, c'est la même chose. La période de développement fœtal, ça pose les fondations du développement ultérieur, et des fondations qui sont solides fait que le futur enfant ou adolescent pourra se développer au mieux et faire face au mieux à tous les enjeux et toutes les difficultés normales de la vie. Alors on sait que le développement du cerveau, il va être influencé par différents facteurs. Tu as notamment parlé du sexe, mais on sait que le stress joue aussi un rôle important. Comment est-ce que ça se traduit concrètement dans le cerveau ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est programmé au niveau génétique pour de nombreux mécanismes, notamment pour son développement, mais le cerveau est également très sensible à l'environnement. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire que le cerveau va s'adapter à l'environnement pour fonctionner au mieux dans l'environnement dans lequel il est plongé. Alors, c'est un mécanisme adaptatif, c'est-à-dire que en fonction de l'environnement, le cerveau va se développer de manière différente. Alors, ça n'est pas un mécanisme normatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan idéal de construction du cerveau, c'est juste que le cerveau va s'adapter en fonction des contextes. Ça veut dire qu'un enfant qui grandit dans un environnement stressant va développer un cerveau qui va fonctionner au mieux dans un environnement stressant. S'il y a de la violence familiale, par exemple, le cerveau va fonctionner au mieux dans cette violence familiale, mais c'est un fonctionnement qui ne sera pas adapté pour un autre environnement. De la même manière, si vous avez un enfant qui grandit dans un environnement sécurisé, stimulant, il va fonctionner au mieux dans ce type d'environnement, mais s'il se retrouve par la suite dans un environnement beaucoup plus violent, ça sera plus compliqué. Et donc, l'un des facteurs environnementaux les plus importants et les plus présents, c'est le stress.
Et donc, le cerveau va s'adapter pour fonctionner au mieux dans un environnement avec du stress. Alors, il y a différents types de stress. Il y a du stress normal, léger, pas trop répété, et puis du stress qui est plus intense. Et donc, en fonction du type de stress, schématiquement, on va avoir des différences un petit peu. On va avoir des différences. Ça va pas être le même type d'effet sur le cerveau. Donc, en gros, si tu as un stress qui est faible ou de courte durée, par exemple, un élève doit passer au tableau ou un élève doit avoir un contrôle. Là, on a un stress aigu, qui fait partie tout à fait des stress quotidiens. Et bien dans ce cas-là, il va y avoir une adaptation du fonctionnement du cerveau. En revanche, si on a un stress intense, par exemple, si un enfant a un trauma, ou si on a un stress qui est de longue durée, par exemple s'il y a de la violence intrafamiliale, s'il y a du harcèlement, et bien dans ce cas-là, ça ne va pas être uniquement une adaptation du fonctionnement du cerveau, mais aussi une adaptation au niveau de sa structure. Et donc, la structure des neurones peut se modifier pour s'adapter à l'environnement et notamment à un stress intense. Il y a plein d'études qui ont été faites, notamment chez l'animal, qui montrent que un stress intense va modifier, par exemple, le nombre de synapses. Et donc, la communication au niveau neuronal va être un petit peu modifiée. Après, on en reparlera. Le stress, ça n'a pas que des effets négatifs. Le stress au quotidien peut avoir aussi des effets positifs, et notamment ça nous stimule dans certaines situations. Et donc, ce qu'il faut se souvenir sur le cerveau, c'est que souvent on représente le cerveau comme un ordinateur. La grande différence entre le cerveau et l'ordinateur, c'est que dans l'ordinateur, on a juste un changement de fonctionnement. On peut avoir des nouveaux logiciels, on peut avoir une mise à jour de l'OS. Dans le cerveau, on a ça, mais on a en plus la possibilité de changement de la structure. C'est comme si dans un ordinateur, on avait des nouveaux composants. C'est-à-dire que la structure même du cerveau va s'adapter pour fonctionner au mieux dans l'environnement dans lequel l'enfant est. Alors tu viens de publier une étude avec des collègues, dont Julien Matan qui vient de soutenir sa thèse au laboratoire, dans laquelle vous avez étudié l'effet de l'environnement socio-économique parental sur le développement cérébral durant la période fétale avant la naissance. Qu'est-ce que cette étude vous a permis de comprendre ? Alors cette étude, en fait, elle s'appuie sur de très nombreux travaux, notamment en sociologie, qui montrent que quand on grandit dans une famille de faible niveau socio-économique, eh bien ça a un impact sur les apprentissages scolaires. On sait, par exemple, que l'environnement socio-économique va jouer un rôle très important sur l'acquisition du langage oral, sur les capacités de lecture. Alors, quel est le lien entre le niveau socio-économique et le fonctionnement cognitif, le développement? Eh bien, on sait que le fait de vivre dans un environnement défavorisé, c'est associé statistiquement à une augmentation du stress, parce qu'il peut y avoir une angoisse autour de la perte de l'emploi, des difficultés pour finir les fins de mois. C'est plus compliqué en termes de logement. Ça va être des logements qui sont plus petits, qui sont moins bien isolés. Donc, ça va être plus compliqué de se reposer, plus compliqué de dormir. On sait que le sommeil, et le sommeil de bonne qualité en particulier, ça joue un rôle très important pour les apprentissages. Et donc, on sait, ça, il y a plein de travaux qui l'ont montré, donc au niveau sociologique, qu'un environnement socio-économique faible, ça a un impact sur les apprentissages et sur le développement cognitif de manière générale. Et les études en neurosciences ont montré que l'un des mécanismes qui était à l'œuvre, c'était cette plasticité qui fait que le stress, notamment le stress chronique qui est associé à ces faibles niveaux socio-économiques, va influencer la manière dont le cerveau se développe. Et nous, la question qu'on s'est posée avec Julia, c'était de savoir si le SES pouvait également influencer une autre période du développement du cerveau, savoir la période fétale. Et donc, on a étudié les sillons corticaux, c'est-à-dire la manière dont le cerveau est plissé, parce que ces plissements du cortex, ce sont des indicateurs indirects du développement fœtal. J'ai mentionné tout à l'heure le poids à la naissance. On sait très bien que dans toutes les cultures, avoir un bon gros bébé à la naissance est un signe d'un développement fœtal qui s'était bien passé. Et bien, de la même manière, on a d'autres indicateurs, par exemple l'organisation des plis du cerveau, qui sont déterminés pendant la vie fœtale, qui ne bougent pas ensuite et qui permettent d'avoir des informations indirectes sur le développement du cerveau durant la période fœtale.
Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir est-ce que ces plissements du cortex, qui sont donc déterminés durant la vie fœtale et qui ne bougent pas ensuite, c'est un petit peu comme les empreintes digitales, on les a à la naissance, ça ne bouge pas par la suite, eh bien, est-ce que ces plissements du cortex dépendent de l'environnement socio-économique? Et donc, on a fait une étude dans laquelle on avait les images d'enfants, d'adolescents, pour laquelle on avait plein de paramètres, notamment des données génétiques, parce qu'on sait que la manière dont le cerveau se développe dépend de facteurs génétiques. On avait des informations sur l'âge, le genre, les facteurs génétiques, différents autres paramètres. Et en contrôlant pour tous ces paramètres, on a trouvé que les niveaux socio-économiques des parents influençaient les plissements du cortex. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le développement durant la période fœtale dépend aussi de l'environnement socio-économique parental, de la même manière que le développement du cerveau après la naissance dépend de l'environnement socio-économique. Ce qui se passe avant la naissance joue un rôle aussi fondamental. Ce qui veut dire que ces travaux, ça nous donne une première piste sur des mécanismes cérébraux, sur la transmission des inégalités. On connaît très bien, ça la sociologie l'a montré depuis très longtemps, qu'il y avait une transmission des inégalités. On sait qu'il y a une petite partie de ces transmissions qui se font via des facteurs génétiques partagés entre les enfants et les parents. C'est une petite part. Une grande part vient des facteurs environnementaux. Et là, ce que l'on trouve, c'est qu'un des mécanismes qui est à l'œuvre, c'est que l'environnement parental va influencer la manière dont le cerveau se développe. Alors, quels sont les facteurs qui sont impliqués? Ça peut être par exemple le stress maternel, ça peut être la nutrition, ça peut être la qualité du sommeil. C'est un ensemble de facteurs qui vont influencer la manière dont le cerveau du fœtus va se développer. Et donc là, on retrouve à nouveau l'idée que j'ai mentionnée tout à l'heure, à savoir que la période fœtale, c'est une période qui permet de poser les fondations du développement cérébral, et en fonction de ces fondations, eh bien, le développement cognitif et cérébral ultérieur se fera de manière optimale. Alors justement, en parlant de développement cérébral ultérieur, comment est-ce que le développement cérébral du fœtus, il va pouvoir influencer les capacités cognitives et les apprentissages pendant l'enfance et à l'adolescence? Alors ça, déjà, on sait que cette période fœtale a des effets à long terme par différentes études. On a par exemple des études qui ont mesuré le poids à la naissance, qui est un proxy, une mesure indirecte du développement fœtal, et qui ont mis en regard avec la réussite scolaire à l'adolescence. Il y a une étude avec à peu près 100 millions de personnes, d'individus, et qui montre qu'il y a un effet statistique. C'est-à-dire que plus on s'écarte du poids typique à la naissance, plus on va s'écarter de la réussite scolaire typique à l'adolescence. Donc c'est une première information d'effet à long terme. On a d'autres études, notamment sur les sillons. Donc, pour revenir sur les études de sillons, qui sont donc mon expertise scientifique, on a pu montrer que différents domaines qui jouent un rôle important à l'école, que ce soit les capacités de lecture, notamment de décodage, les capacités d'écriture, le contrôle de soi, les différents aspects de la cognition numérique, diffèrent en fonction de l'organisation des sillons corticaux qui sont déterminés in utero, et donc ça donne des arguments pour dire qu'on a des effets à long terme du développement fœtal sur ces différentes compétences. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les effets dont je parle là, c'est des effets statistiques, c'est-à-dire c'est pas un type de sillon à la naissance va prédire tout le développement d'un individu. C'est des effets statistiques. Par exemple, on a pu mesurer avec des méthodes mathématiques qu'on avait à peu près 20% de la variabilité interindividuelle de différentes compétences cognitives qui étaient associées à ces sillons et donc au développement prénatal. Mais ça veut dire que 80% de la variabilité restante s'explique par d'autres facteurs, que ce soit l'école, la culture, le sport, la nutrition, la musique, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on a une petite partie de nos compétences cognitives chez l'enfant, l'adolescent et même à l'âge adulte qui dépendent de la vie fœtale, c'est les fondations dont je parle depuis tout à l'heure, et puis une grande partie qui va dépendre de ce qui se passe après la naissance, l'environnement socio-économique, le stress, mais aussi l'école et d'autres facteurs. Alors,
quels peuvent être les mécanismes? Eh bien, l'anatomie du cerveau, la manière dont le cerveau est structuré, va influencer la manière dont il fonctionne. Et donc, la manière dont le cerveau se développe de manière in utero, ça va influencer la manière dont il va être structuré ensuite pendant le développement. Alors, on a beaucoup parlé du stress et tu as évoqué tout à l'heure des situations de stress à l'école. Le stress est un facteur qui est présent dans le milieu scolaire. Quel est son impact sur le développement cognitif des enfants et des adolescents? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, on parle beaucoup du stress. La définition précise du stress, ça fait partie de ces concepts. On sait de quoi il s'agit, mais quand on essaie de le définir, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je vais partir d'une définition assez classique du stress, qui est un mécanisme adaptatif du corps à un changement dans l'environnement. Donc, dès que l'environnement change, le corps va essayer de s'adapter. Donc, c'est un mécanisme adaptatif. Et lorsque vous avez des changements qui sont très importants ou très rapides, eh bien, vous allez avoir des changements important et rapide au niveau de votre corps et en particulier au niveau de votre cerveau. Quand on a un événement stressant, le corps va émettre des hormones. On a différents types d'hormones qui sont générées par le corps pour faire face justement à une situation stressante, pour agir rapidement, pour pouvoir être réactif par exemple. Et donc, on a dans le cerveau des récepteurs à ces hormones. Et certaines régions du cerveau sont plus riches en récepteurs à ces hormones du stress par rapport à d'autres régions. Et par exemple, le cortex préfrontal, qui joue un rôle très important sur tout ce qui est réflexion, prise de décision. L'hippocampe, qui est une région qui est très importante pour la mémorisation. L'amygdale, qui est une région très importante pour les émotions, ont beaucoup de récepteurs à cette hormone du stress. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand on a un stress, soit ponctuel, soit dans la durée, eh bien, ces régions vont fonctionner de manière différente. Donc ça, c'est des choses que l'on connaît. Quand on est stressé, on peut facilement devenir énervé, en colère. On a plus de difficultés à se concentrer. On va prendre des décisions peut-être moins réfléchies. On a un petit peu plus de difficultés à se remémorer les choses, à mémoriser les choses. Et bien, tous ces effets-là que l'on voit chez les enfants à l'école ou qu'on peut soi-même ressentir quand on est face à un moment stressant dans sa vie, on a ces différents effets qu'on ressent. Eh bien, ça vient du fait que certaines régions sont plus sensibles au stress. Alors là, jusqu'à présent, j'ai présenté le stress essentiellement comme des exemples négatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est un mécanisme adaptatif et qu'il y a des situations où le stress, c'est un effet positif. Par exemple, vous êtes un acteur, vous passez sur scène, vous avez le trac parce que vous avez très peur, mais ça vous donne aussi le courage de faire les choses, ou vous devez faire une présentation orale, vous êtes stressé, mais ça vous donne aussi le courage de faire les choses. Donc le stress, c'est le mécanisme qui permet de réagir face à une situation nouvelle. Et donc, il y a des situations à l'école où on voit que le stress a des effets positifs. Par exemple, on sait que si vous avez un petit stress juste après l'encodage d'une nouvelle information, ça va être bénéfique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à la fin d'un cours, vous faites un petit QCM, ça va créer un petit stress pour les élèves, et ce petit stress va améliorer l'encodage et les élèves vont mieux s'en souvenir. C'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. Donc, vous évaluez les élèves, mais ça participe à la formation. De la même manière, si vous avez un petit stress au moment du rappel de l'information, typiquement, vous avez appris votre texte, un acteur de théâtre apprend son texte chez lui, il monte sur scène, il a un petit stress, un petit trac, et ce stress-là va faire qu'il va mieux se souvenir de l'information. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas tous égaux devant le stress, c'est-à-dire que le même événement va être stimulant pour certains et va être un petit peu plus délétère pour d'autres. En fait, le stress, c'est comme le sel, c'est-à-dire que si on a trop, c'est pas bon, si on n'a pas assez, c'est pas bon. Il faut le juste milieu pour être à la fois suffisamment stimulé, mais pas trop pour pas que ça nous handicape. Alors, comment est-ce que les découvertes que tu as pu faire au fil de tes travaux et de manière générale les découvertes en neurosciences cognitives, elles peuvent être intégrées dans les méthodes pédagogiques actuelles? Tu nous as dit notamment que tu coordonnes le diplôme universitaire neuroéducation de l'université Paris-Cité qui s'adresse principalement aux acteurs de l'éducation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors c'est une vaste question. Depuis qu'il y a des travaux en neurosciences sur le fonctionnement du cerveau, sur le développement, sur les apprentissages, se pose la question de savoir est-ce qu'on peut faire un pont entre ces connaissances fondamentales et la salle de classe. Pendant longtemps, on a cru que les deux univers étaient beaucoup trop éloignés. On commence à se rendre compte maintenant qu'il y a beaucoup d'informations qui sont intéressantes pour les enseignants. On prend souvent une métaphore qui est de se dire que quand on va chez un ophtalmo, eh bien, ça nous paraît tout à fait normal que l'ophtalmo connaisse l'anatomie et le fonctionnement de l'œil, qui est l'organe de la vision. Bien de la même manière, moi, ça me paraît tout à fait normal qu'un enseignant ait des connaissances sur comment le cerveau, qui est l'organe de l'apprentissage, fonctionne, se développe et quelles sont ses contraintes. Le fait que, en fonction de l'âge, on n'a pas les mêmes besoins de sommeil, le fait que c'est physiologique qu'à l'adolescence, on se couche plus tard et on se réveille plus tard. Ça, c'est des notions, ça fait partie des notions qui sont importantes de connaître. On a besoin de connaître l'organe des apprentissages quand on est enseignant. Je pense qu'on a besoin aussi de connaître l'organe de l'apprentissage quand on est élève, c'est-à-dire que les élèves connaissent très bien le fonctionnement du système respiratoire, du système reproductif, du système digestif. En revanche, ils connaissent encore assez peu comment leur cerveau fonctionne. Et je pense que ça fait partie aussi des connaissances qu'on doit transmettre aux enfants, aux élèves, et puis les parents aussi. C'est important pour eux de savoir comment le cerveau fonctionne et quelles sont les contraintes. L'exemple là, par exemple, sur le sommeil, on sait, les travaux chez l'animal, par exemple, que les phases du sommeil sont très différentes chez l'enfant et chez l'adolescent. Que c'est pas parce que l'adolescent est paresseux qu'il a du mal à se lever le matin, c'est pas parce qu'il n'est pas raisonnable qu'il se couche tard le soir, c'est que au niveau physiologique, il y a des modifications dans les cycles de sommeil. Alors bien sûr, certaines activités culturelles, par exemple, tout l'usage du numérique peut influencer aussi, mais en dehors de ces facteurs culturels, on a aussi des facteurs physiologiques qu'on retrouve chez l'homme, mais aussi chez l'animal. Et donc, c'est important et ça permet de s'ajuster. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces connaissances ? Bien déjà, on peut former, donc, comme je disais, les enfants, les élèves, les parents, les enseignants. Il y a plein d'informations, par exemple, sur le sommeil. Ça, il y a un levier important. Les heures, on sait que les adolescents ont du mal à se lever le matin. Et donc, il y a plusieurs expériences qui ont été faites qui ont montré qu'en décalant d'1 ou 2 heures l'heure du premier cours le matin, ça permettait d'avoir des adolescents qui dormaient plus, qui dormaient mieux et donc étaient mieux concentrés en arrivant le matin. Donc ça, c'est un premier exemple très simple. Alors, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait donner. Moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très important, c'est que les connaissances que l'on a maintenant sur le cerveau, ça permet de changer les représentations. Et ça, c'est peut-être le plus difficile à obtenir et c'est les effets les plus importants. Par exemple, il y a une notion très importante, on en a parlé, c'est la plasticité, le fait que le cerveau change, s'adapte à l'environnement. Et donc, cette notion de plasticité, elle est fondamentale parce qu'elle indique que tout n'est pas joué d'avance. C'est-à-dire qu'on peut avoir des contraintes sociologiques, des contraintes biologiques, des contraintes physiologiques, des contraintes culturelles. Enfin, il y a des grandes variabilités parmi les élèves dans une classe. Mais le fait de savoir que tout n'est pas joué d'avance, le fait que le cerveau est plastique, le fait qu'on peut progresser, eh bien, c'est un levier pour les apprentissages. Par exemple, il y a des études qui montrent que si l'on enseigne aux enfants cette notion de neuroplasticité, eh bien, les élèves ont de meilleurs résultats. Pourquoi ? Parce que les élèves intègrent l'idée qu'ils peuvent progresser. C'est un concept classique en pédagogie qui est l'éducabilité. Tous les enfants sont éducables, tous les enfants peuvent progresser. Même si vous êtes dans un milieu très défavorisé, eh bien, vous avez un cerveau qui va permettre de progresser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette notion de neuroplasticité, si on l'enseigne aux enseignants, eh bien, on se rend compte que leurs élèves ont également des meilleurs résultats, justement parce que ça renforce l'idée chez les enseignants que tous les élèves, pas quelques-uns, mais tous les élèves sont éducables et tous les élèves, malgré leurs difficultés, peuvent progresser. Donc, je pense qu'il y a déjà cette notion très importante de changement de représentation. On a la même chose pour le stress.
le fait de savoir que le stress, c'est un mécanisme adaptatif et pas uniquement une entrave au bon fonctionnement cognitif, c'est un changement de représentation important. Et quand on enseigne aux élèves, que ce soit au collège, au lycée, que le stress, c'est un atout, c'est pas un obstacle, c'est un atout, eh bien, les élèves arrivent à changer leur représentation du stress, à voir le stress comme un allié et lorsqu'ils sont en examen, de ne plus subir les effets délétères du stress, mais plutôt les effets stimulants du stress. Donc je pense que c'est ça le plus important pour moi sur ce rapprochement entre neurosciences et éducation, c'est ces changements de représentation qui sont des leviers très forts pour lutter contre les inégalités et puis pour aider les élèves à progresser. Et en dehors du DU neuroéducation, est-ce qu'il y a des ressources particulières que les acteurs de l'éducation peuvent utiliser pour se former justement à ces questions et pouvoir les aborder en classe ? Oui, alors il y a une association qui s'appelle l'Association des Coniclasses, qui a été développée par Jean-Luc Berthier, qui est d'ailleurs un partenaire depuis le début de notre DU de neuroéducation, qui a un site internet qui est extrêmement riche, qui organise tous les ans des séminaires, des workshops sur différents aspects des neurosciences pour la classe, pour les enseignants, pour les élèves, avec de très nombreuses ressources. Et c'est important d'avoir ce genre d'association parce que au laboratoire, nous, on est chercheurs sur le cerveau qui apprend, mais on n'est pas des spécialistes de l'apprentissage, notamment au collège ou au lycée. On enseigne à l'université, donc on a quelques notions quand même d'enseignement, mais c'est des élèves beaucoup plus âgés, mais c'est pas nous qui avons l'expertise pédagogique. Les experts en pédagogie, ce sont les enseignants. Et donc, on a besoin d'avoir ces passeurs, comme toute l'association des Coniclasses, qui vont se saisir des résultats de la recherche, des connaissances de la recherche, et voir comment ils peuvent les mettre en situation en classe, sachant qu'il y a une grande différence entre le laboratoire, où tout est contrôlé, et la salle de classe, où on a 30 élèves, et où on contrôle beaucoup moins de choses. Et il y a beaucoup plus d'imprévus dans une salle de classe que dans un laboratoire. Et donc, on a besoin d'avoir ce passage entre la recherche fondamentale et la recherche et l'application de la recherche dans la salle de classe. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces informations. Alors, quels sont les prochains axes de recherche que tu envisages d'explorer ? Alors, j'ai beaucoup parlé du développement fœtal et ses effets à long terme. J'ai parlé, donc c'est des sortes de contraintes en quelque sorte. D'autres contraintes, ça peut être des contraintes génétiques, des contraintes environnementales, notamment l'environnement socio-économique. On a vu que ces différents facteurs-là influençaient la manière dont le cerveau se développe et fonctionne. Puis on a vu aussi qu'il y avait un autre mécanisme qui est le mécanisme de plasticité qui va permettre de s'adapter durant le développement des apprentissages. Et donc, un de mes grands axes de recherche actuellement, c'est de voir comment on peut articuler à la fois ces contraintes et ses potentialités avec la plasticité. Donc ça, c'est un de mes grands axes de recherche. Un autre axe de recherche qui est pas très différent, enfin qui s'inscrit dans ces questions-là, c'est essayer d'avoir une description à différents niveaux, de voir comment les facteurs génétiques, les facteurs cérébraux, les facteurs socio-économiques, les facteurs culturels, comment ces différents facteurs interagissent les uns avec les autres. Actuellement, on a une vision, on connaît très bien chacun des niveaux, on connaît très bien les différentes pièces du puzzle, mais on a du mal encore à articuler les différentes pièces du puzzle. Donc j'aimerais bien essayer de mieux connaître ça. Et puis mon troisième axe de recherche, c'est de s'intéresser aux trajectoires. C'est-à-dire que quand on s'intéresse au développement ou quand on s'intéresse aux apprentissages, très souvent, on regarde le avant et après. Par exemple, on essaye de voir les effets d'une intervention pédagogique particulière. On va voir les enfants avant, on va évaluer différents domaines cognitifs. Éventuellement, on peut évaluer l'anatomie et le fonctionnement de leur cerveau. On leur fait l'intervention pédagogique et on regarde ce qui se passe après, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé au niveau cognitif, au niveau cérébral. En revanche, ce qui se passe pendant, on ne sait pas. Et donc, une des grandes questions que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe justement pendant l'intervention. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on fait un apprentissage ? Est-ce que c'est linéaire ? Est-ce que c'est tout simple ? Est-ce que c'est non linéaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment... Est-ce que très rapidement, on a des changements ou est-ce qu'il faut attendre une certaine période avant de voir des changements ? Est-ce qu'il y a des régions qui sont juste plastiques mais qui finalement, entre le début et la fin de l'apprentissage, n'ont pas changé ? C'est juste pendant l'apprentissage
qu'on a du changement. Tout ça, c'est un domaine qu'on ignore totalement. Et donc, il y a tout un champ d'investigation à faire. Et je pense que ces différents axes auront un intérêt pour le monde de l'éducation, pour mieux comprendre comment le cerveau fonctionne et quels sont les leviers pour apprendre mieux. Eh bien, ces questions de recherche passionnantes pourront peut-être donner lieu à de prochains podcasts. Alors, pour conclure, Arnaud, quel message est-ce que tu souhaites transmettre aux parents, aux enseignants, de manière générale aux acteurs de l'éducation, concernant l'importance de comprendre le développement cérébral dans l'accompagnement des enfants, des adolescents ? Je pense que s'il y avait une seule chose qu'il fallait retenir de notre entretien, c'est le fait que ces neurosciences pour l'éducation permettent un changement de représentation. Notamment le fait que le cerveau n'est pas fixe, que rien n'est joué d'avance, qu'indépendamment des différentes contraintes, tous les enfants ont un cerveau qui est plastique et que ça soit l'école, la culture, le sport, ça avait des leviers formidables pour l'apprentissage. On arrive à la fin de cet épisode du podcast du 21. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous pour partager cette discussion passionnante autour du développement cérébral. Merci à tous nos auditeurs et auditrices d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce voyage scientifique avec nous, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, mais aussi à nous suivre sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram pour rester informés des dernières découvertes en psychologie. On vous souhaite une très belle journée. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau podcast.